Bonjour, dans la série consacrée à l'estime de soi, je vous propose ce podcast intitulé Comprendre la relation d'emprise et la personnalité perverse narcissique. Je vais donc dans ce podcast définir ce qu'est l'emprise, puis l'emprise psychologique, et je vous parlerai des prédateurs et plus précisément du pervers narcissique. Alors qu'est-ce que l'emprise ? Dans le champ du droit, l'emprise qualifie une mainmise de l'administration sur une propriété privée, l'action de prendre des terrains par expropriation. Dans son sens le plus courant comme en psychologie, l'emprise renvoie à une domination, qu'elle soit intellectuelle, affective ou physique. Lorsqu'on parle d'emprise, on parle en fait de relation d'emprise, ce qui suppose deux parties prenantes et un lien particulier et spécifique basé sur une relation de pouvoir qui s'exerce donc de façon abusive. Pour qu'existe la relation maître-esclave, il faut de la reconnaissance. C'est par la reconnaissance de l'esclave que se fait la place du maître. L'étymologie du mot emprise est assez ancienne, elle vient du latin imprehendere, prendre, utilisé comme substantif du verbe emprendere, entreprendre. L'emprise réfère donc autant à une prise qu'à une entreprise et relève ainsi autant de la saisie que du projet. Au départ, le concept de prise était pensé à partir de l'idée de réciprocité, je donne et je reçois. Or, on peut prendre plus que l'on ne donne ou donner plus que l'on ne prend. Et cela peut donner lieu à une dispute ou à un conflit. Tout ceci nous aide à penser l'emprise, c'est-à-dire l'instrumentalisation de l'autre et l'impossibilité pour celui-ci de rompre la relation dans laquelle il donne plus qu'il ne prend. Rompre la relation est de l'ordre de l'injustifiable et supposerait un passage en force, un acte de rébellion ou de violence. Alors qu'est-ce que l'emprise psychologique ? Quand on parle d'emprise émotionnelle ou psychologique, on entend une domination manipulatoire exercée par une personne sur une ou plusieurs autres en vue de parvenir à ses fins. Le dominant s'empare de l'esprit ou de la volonté de sa victime alors que celle-ci se déprend d'une partie d'elle-même. L'emprise psychologique n'est pas réservée aux pervers narcissiques, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans le cadre du harcèlement. Par ailleurs, il est important de noter que tout le monde peut être victime d'une emprise psychologique et ce, quel que soit son niveau socio-professionnel ou intellectuel. Et enfin, l'emprise peut concerner tout autant la sphère professionnelle que personnelle. Alors, qui sont les prédateurs ? Il existe différents types de relations toxiques, notamment selon le profil de personnalité de celui qui en est à l'origine, mais aussi selon le contexte. Dans ce podcast, je vais aborder la plus toxique d'entre elles, celle initiée par le pervers narcissique. Mais pour mieux l'appréhender, juste quelques mots sur la personnalité manipulatrice. Parce que quand on désigne un pervers narcissique, on utilise souvent des termes comme manipulateur relationnel, manipulateur narcissique, manipulateur pervers. Or, tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques. En effet, un manipulateur va utiliser la ruse pour parvenir à ses fins, mais sans chercher à blesser ou à nuire à l'autre. En revanche, le pervers narcissique cherche volontairement à écraser l'autre et à le faire souffrir. La manipulation, et plus précisément les procédés manipulatoires comme la séduction, le chantage affectif ou la mauvaise foi, ne reflètent qu'une des facettes de l'arsenal du pervers narcissique. Autrement dit, tous les pervers narcissiques sont manipulateurs, mais tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques. Alors parlons maintenant de la personnalité perverse narcissique, que les anglo-saxons appellent d'ailleurs sociopathe. Le pervers narcissique présente à la fois les traits de la personnalité perverse et les traits de la personnalité narcissique. Il s'agit en fait d'un fonctionnement pervers sur une personnalité narcissique. La personnalité perverse narcissique combine ainsi des caractéristiques séductrices et manipulatrices, une volonté de pouvoir, associée à des violences psychologiques et ou physiques. Dans la vision du monde du pervers narcissique, la vie est manichéenne. Il existe deux types de personnes, les dominants, les dominés, les forts, les faibles, les bourreaux, les victimes. Le pervers narcissique lutte contre une angoisse inconsciente de persécution, qu'on appelle angoisse paranoïde. Il attaque avant d'être attaqué parce qu'il soupçonne l'autre de malveillance. Aussi, il ne perçoit les autres personnes que comme des proies potentielles. Une fois qu'il a choisi sa victime, il va tout mettre en œuvre, et notamment toutes les stratégies possibles de manipulation afin de l'asservir et de garder la personne sous son emprise. Il ne reconnaît pas la différence, il ne reconnaît pas l'autre, l'autre n'existe pas en tant que sujet. Il est totalement dénué d'empathie, ne ressent ni culpabilité, ni remords, ni souffrance lorsqu'il blesse les autres.
Il y a de la jouissance chez le pervers narcissique, jouissance à nuire, à blesser, voire à détruire l'autre. Le pervers narcissique mise tout sur le perfectionnisme, c'est-à-dire l'aspect irréprochable de sa personnalité sociale extérieure. Il n'a pas de personnalité interne propre. Il a appris toute sa vie à mettre en place des masques, et ce, en étudiant les personnes autour de lui et en procédant par mimétisme. Il a besoin de mettre en place des relations de dépendance et d'emprise dans la mesure où il identifie sa valeur à sa capacité de prise de pouvoir sur autrui. Il masque par un jeu de miroir un profond vide d'âme et un manque d'humanité. Le pervers narcissique est profondément immature et égocentrique. Il a une fragilité de l'estime de soi, une faille narcissique. L'image qu'il a de lui-même est très dévalorisée. Il va donc se survaloriser, se donner l'apparence d'être supérieur aux autres. Il va chercher à se faire admirer en rabaissant les autres. Il va nourrir son narcissisme du narcissisme de l'autre. Le psychiatre et psychanalyste français Alberto Heger parle de conquête du territoire psychique de l'autre. C'est la raison pour laquelle l'image du vampire est souvent utilisée pour décrire cette personnalité. Le pervers narcissique a verrouillé en lui toute faille pour se prémunir de son vide intérieur, de ses angoisses inconscientes, de disparaître dans le néant et d'être détruit par l'autre. Il lutte contre un délire de persécution ou d'anéantissement qui le ferait basculer dans la psychose et non dans la dépression névrotique. Plus il est proche de la psychose, moins il est calculateur, plus il est proche de la névrose, plus il sera stratégique, rationnel, machiavélique. Il consulte rarement ou pas, parce qu'en fait il souffre pas, sauf s'il perd tout pouvoir et s'il est submergé par ses angoisses. S'il consulte, c'est pour gagner, par intérêt, mais jamais pour se remettre en question. Ce sont des malades mentaux asymptomatiques devant les médecins, donc difficilement décevables. On rencontre ces profils le plus souvent au plus haut poste de pouvoir, même si les classes sociales plus modestes n'en sont pas exemptes. On observe que plus la position sociale est élevée, plus le jeu d'emprise et de manipulation est sophistiqué et difficile à déceler, voire à dénoncer. Alors, petite précision également, le pervers narcissique, parce que j'utilise le genre masculin, n'est pas nécessairement un homme. Les femmes peuvent aussi avoir une personnalité perverse narcissique. Alors, comment se construit cette personnalité ? En fait, on ne naît pas pervers narcissique, on le devient. Et la clinique nous dit qu'assez souvent, il a été un enfant adulé par sa mère, surinvesti, avec un père peu présent, absent ou n'assurant pas la fonction paternelle. Ça peut être aussi un enfant délaissé vivant en marge de sa famille. Ainsi, ce fonctionnement pervers narcissique va se construire dans le manque d'amour inconditionnel et ou l'absence de limites. Tout ceci dans un environnement quotidiennement empreint de manipulation. Ce manque d'amour inconditionnel va conduire l'enfant à se conformer au projet parental, à rechercher un idéal de perfection et dès lors à porter des masques pour conjurer son angoisse d'être rejeté. Par ailleurs, l'absence du père, combinée au manque de limites, aura pour conséquence que la loi constitutive symbolique n'est pas intégrée. L'enfant n'arrive pas à gérer sa frustration et pourra devenir un adulte tyrannique, insatisfait. Il pourra s'adonner à des conduites à risque et à des actes transgressifs. Pour survivre psychiquement à cette situation, l'enfant va projeter ce qui est mauvais en lui sur autrui et s'approprier, capter ses qualités. Enfin, le futur pervers narcissique a souvent subi un climat incestuel avec un parent pervers du sexe opposé. Ce climat est constitué de haine larvée, de soumission et d'envie de rébellion. Et pour se protéger de cet amour envahissant, intrusif, fusionnel, malsain, l'enfant va se couper de ses émotions. Le contexte éducatif va donc induire une incertitude narcissique, une faille qui va se manifester de manière chronique par un sentiment d'insuffisance qui se compense au détriment du narcissisme des autres. Cette perméabilité entre les deux implique un fonctionnement psychique archaïque, et ce fonctionnement va s'appuyer sur un mécanisme de défense qu'on appelle l'identification projective. Ce mécanisme désigne en psychanalyse le fait de projeter sur un objet des caractéristiques de soi pour s'y reconnaître. Chez le pervers narcissique, l'identification projective est pathologique parce qu'elle n'est pas transitoire. Elle est un moyen de déni de la réalité. Le pervers narcissique va ainsi projeter sur l'autre un contenu mental perturbant, contrôler la personne à travers ce contenu et la posséder, la dégrader, voire l'annihiler. Chez le pervers narcissique, le moi, cette instance régulatrice et adaptative, est efficace alors que le soi est mal constitué. L'adaptation à la réalité, la maîtrise sont assurées, mais sont mises au service d'un soi instable et d'une libido régressive.
Le drame, c'est que cette identification projective a une certaine efficience relationnelle, et ce d'autant plus que la personne visée, la victime, a un soi fragile. En effet, l'attitude du pervers narcissique rabaisse la personne qui se sent effectivement mauvaise. Voilà ce que je souhaitais partager dans ce podcast consacré à l'emprise. Dans un deuxième podcast, nous verrons les signes qui permettent de reconnaître le pervers narcissique et je vous présenterai les phases à travers lesquelles se met en place une relation d'emprise psychologique. Très bonne journée, au revoir.